Dans l'actualité ce soir, le Burkina Faso vient d'inaugurer l'un de ses plus grands échangeurs, celui du Nord, dans la capitale burkinabé. L'infrastructure est ouverte depuis ce matin à la circulation. C'est le quatrième échangeur dans la capitale et aura coûté environ 70 milliards de francs CFA au budget national. C'est une harmonie architecturale qui comporte 14 ponts, 5 passerelles, 22 km de voirie et 11 km de caniveaux, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, la 6e session ordinaire du Conseil national pour la promotion du genre s'est achevée aujourd'hui. Le pays s'est engagé dans l'effectivité de la transversalité du genre dans les actions et dans cette édition, la secrétaire permanente du Conseil viendra nous expliquer pourquoi et à quelle fin. Et dans le journal également, plusieurs centaines de migrants de la caravane partis il y a un mois de Honduras ont atteint la frontière entre le Mexique et les États-Unis pendant que le millier d'autres attendent et convergent vers le nord. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le président du Faso vient d'inaugurer ce matin dans la capitale burkinabé l'échangeur du Nord, un ouvrage réalisé dans les délais et qui a coûté 70 milliards de francs CFA au budget national. C'est une infrastructure qui doit permettre la fluidité du trafic dans cette partie nord de Ouagadougou et aussi désengorger la plupart des grandes voies d'accès à la capitale. C'est une harmonie architecturale qui comporte 14 ponts, 5 passerelles, 22 km de voirie et 11 km de caniveaux. Le film de la cérémonie d'inauguration avec Amadou Ardo Diko. L'échangeur le plus imposant de la capitale burkinabé s'ouvre à la circulation. D'un coût de 70 milliards de francs CFA en mode de financement PPP, cet ouvrage réalisé en 35 mois a mobilisé 110 cadres burkinabés, 40 expatriés et 6 millions d'heures de travail. L'échangeur du Nord fait la fierté de notre capitale. Il ouvre l'accès aux arrondissements 3 et 9 notamment. Il ouvre l'accès à Bassinko. Il ouvre l'accès à la commune rurale de Pabré. Il ouvre l'accès à la route nationale numéro 2 qui mène vers Wayouguia. Il ouvre l'accès à la route nationale numéro 22, une des portes du Sahel. Cette infrastructure met l'accent sur l'assainissement. Les barrages de Ouagadougou, ce sont les exutoires de la ville. C'est-à-dire toutes les eaux de la ville se déversent dans ce barrage et se coulent vers le Massili. Donc, avec les caniveaux qui ont été reprofilés et redimensionnés au niveau du barrage, ça va permettre d'absorber beaucoup plus les eaux qui tombent en ville. Donc, c'est vraiment un ouvrage de voirie complet qui comprend le bitumage et l'assainissement. Après 36 mois de calvaire, c'est un grand jour pour les populations du nord de la ville de Ouagadougou, car selon nos chiffres, à peu près 42 000 véhicules passent par là tous les jours. Il fut déjà 3-4 ans, la circulation n'était pas fluide. Et il fallait prendre 30-45 minutes pour accéder à la ville. Mais je pense que présentement, avec cet ouvrage-là, peut-être on va mettre un peu de temps pour aller en ville. Avant que tout ça a fini, on verra qu'il y avait beaucoup d'accidents, tout le monde se plaignait pourquoi l'État ne construisait pas bien la route. Mais maintenant on voit que tout le monde est content, tout le monde est gai, tout le monde est joyeux. L'échangeur du Nord conjugue désenclavement, mobilité et développement urbain. Une prouesse infrastructurelle réalisée dans les règles de l'art et qui vaut à l'entreprise Sogia Satom la reconnaissance des autorités. L'autre paire de manches, après cette ouverture officielle, c'est la sensibilisation des usagers à l'utilisation de cette infrastructure. 36 mois aura suffi pour construire cette chef-d'œuvre architecturale. Le président du Faso s'est réjoui de la construction de cette infrastructure qui fait la fierté du Burkina Faso aujourd'hui. On écoute Rochmar Christian Kabori. Aujourd'hui, on doit se réjouir de la construction de cet échangeur qui va permettre effectivement d'assurer la fluidité de la circulation, aussi bien d'Ouaga, que de permettre aux gens aussi de sortir de la ville de Ouaga sur l'axe de Wayouguia, sur l'axe de Kongoussi, etc. Donc c'est un enjeu majeur, ça rentre un peu dans le cadre de la modernité, je dirais, des infrastructures de transport dans les villes afin de permettre le désengorgement. Mais les perspectives, c'est qu'on va continuer ce type de travail. Vous savez très bien qu'il y a pas mal de routes qui sont engorgées de la même manière, comme Bassawarga, comme d'autres routes où il faut également réfléchir à faire des échangeurs qui permettent à chacun de pouvoir aller à sa destination sans que nous n'ayons, je dirais, des encombrements trop longs sur ces sites-là.
Je voudrais surtout profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer tous ceux qui ont participé à la mise en œuvre de cet ouvrage. Commençant par Sogiata Satom, en passant également à tous les ouvriers burkinabés qui ont travaillé sur ce chantier, près de 2000 personnes, aux cadres, aux ingénieurs. Je veux dire que c'est un ouvrage qui fait la fierté de Burkina Faso et je pense que nous pouvons nous enorgueillir parce que les autres pays également, quand ils viennent, ils voient que les choses avancent. Selon les spécialistes, cet échangeur est l'un des plus grands de la capitale, mais pas seulement, c'est aussi l'une des plus importantes infrastructures routières de la sous-région. Sa présentation avec Jean-Eudes Bayala et Abdelaziz Yayibou. Telle une géante trompette flambant neuve, l'infrastructure routière tant attendue des Ouagavillois trône désormais majestueusement en plein milieu des barrages numéro 1 et 2, à l'intersection entre l'avenue Tansoba et les routes nationales 2 et 22. Un ouvrage de référence pour la capitale burkinabé. Cet ouvrage est l'un des plus importants ouvrages que nous ayons construit au Burkina Faso. En Afrique de l'Ouest, en tout cas, c'est l'un des plus importants échangeurs. Rien que pour sa conception, 25 ingénieurs à majorité burkinabé ont dû mettre à profit 6 mois pour libérer leur génie créateur. Au départ, il y avait plusieurs variantes d'aménagement possibles. Nous en avons élaboré 9. Mais à l'analyse économique, financière et tout ça, une seule résistait, c'est celle-là. Cet échangeur du Nord est constitué de 14 ouvrages, donc 4 ouvrages hydrauliques qui sont situés entre les deux barrages, le barrage numéro 1 et le barrage numéro 2, sur un canal qui fait 800 mètres de long et 16 000 mètres cubes de béton structurant. Le déversoir a été calculé de façon à ce qu'il y ait le même niveau d'eau dans le barrage numéro 1, une fois le chantier terminé. Donc il n'y aura pas de risque supplémentaire d'inondation dans la zone nord. Cet échangeur qui est fait pour qu'il n'y ait pas donc de conflit entre les routes, donc pas de stop en fait, juste des voies d'insertion. Au total, ça fait 22 km de voirie, donc 14 km de 2 fois 2 voies. C'est 12 km de caniveaux, c'est 700 candélabres. Le chantier qui a abouti à ces résultats a dû traverser 3 saisons pluvieuses. Une traversée émaillée d'obstacles qui, heureusement, n'ont pas freiné l'élan de l'entreprise. C'était une question aujourd'hui d'organisation. On a eu 2200 personnes sur ce chantier, dont plus de 2100 burkinabés. Une équipe d'encadrants expérimentés dans chaque dossier. Énormément de matériel, donc énormément d'énergie pour pouvoir réaliser ce chantier. Exécuté dans les normes et livré dans les délais prescrits, l'ouvrage allie esthétique, technicité, modernité et durabilité. L'ouvrage que nous livrons aujourd'hui à la population est un ouvrage de bonne facture, dans la mesure où chaque partie élémentaire a été vérifiée avec d'abord nos soins, mais aussi avec plusieurs soins comme le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics et d'autres laboratoires que nous avons fait venir de la sous-région et du monde. Outre l'élargissement des principales routes déjà existantes, le chantier prévoit un axe routier qui doit relier l'échangeur au rond-point de l'unité africaine de Kosodo. Le projet de l'échangeur du Nord, c'est aussi toute une harmonie architecturale. À l'image de ces routes qui permettent de circuler en toute aisance, il est prévu la réalisation de 2 fois 2 voies du rond-point de Tampuy jusqu'à la rocade qui va bientôt croiser la nationale menant à Waïguya. Nous allons prolonger les 2 fois 2 voies qui sortent de l'échangeur jusqu'au croisement du contournement, du nouveau contournement que nous venons de lancer. Donc, c'est-à-dire qu'il est situé tout juste après le péage. Et nous sommes en train aussi de commencer la passation des marchés pour réhabiliter la route RN, la route 22, Ouagadougou-Kongoussi. Le processus est déjà avancé et dans les jours à venir, nous allons commencer les travaux. Avec ces ouvrages qui viennent fluidifier le trafic urbain, c'est un bol d'air frais surtout pour les usagers. Les dommages subis, bientôt un mauvais souvenir. Les riverains caressent le secret espoir de voir leurs activités relancées de plus belle. Ouais, c'est surtout le matin, la circulation était dense dans ces côtés-là en tout cas. Je crois qu'avec l'échangeur, là, ça va soulager ceux de Tampuy et puis de Kiloé en tout cas. Bien sûr, ça fait vraiment un bout de temps, les clients ne passent plus, même pour venir prendre une pièce, c'est très compliqué. Vraiment, on est très contents. La fin des quelques travaux restants, tel le pavage, est annoncée pour fin décembre. Mieux, pour plus d'esthétique et à la grande satisfaction des usagers et des riverains, des réflexions seraient en cours en vue d'un embellissement des espaces vides, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'échangeur.
À un rayon de 2 km autour de l'échangeur, le projet a injecté 300 millions de francs CFA pour des œuvres socio-communautaires telles la rénovation d'écoles et de dispensaires. Les maraîchers tout autour qui craignaient de voir leurs activités s'estomper ont bénéficié de forages. Avec ces ouvrages qui forcent l'admiration de plus d'un, c'est un pas de géant dans le processus de modernisation de la ville de Ouagadougou. Un pari de gagner certes, mais aussi un défi pas des moindres à relever. Voilà ce qu'il en était de cette actualité. Et à Kosiam, le président du Faso a échangé cet après-midi avec l'envoyé spécial du président français pour le Sahel. Jean-Marc Chastaing est venu donc discuter de l'évolution du dossier Alliance du Sahel. Et l'Alliance pour le Sahel est une initiative lancée en juillet 2017 par les Européens et vise à accélérer l'aide au développement dans cette sous-région. À sa sortie d'audience, il s'est confié à Pascal Canet. On l'écoute. 12 bailleurs de fonds ont répondu favorablement à l'appel du président français Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel. Mobiliser des ressources pour soutenir le développement dans le Sahel, c'est là pour contrer la menace terroriste et l'immigration clandestine. C'est de cette alliance que l'envoyé spécial du président français au Sahel vient parler avec le président du Faso. Alors l'Alliance, c'est d'abord partager des informations sur les projets et les programmes que nous avons. C'est 9 milliards d'euros de projets et de programmes pour les 5 pays du G5 Sahel. C'est de voir comment on peut faire pour aller plus vite, comment on peut décaisser beaucoup plus rapidement ces fonds, pour qu'ils ne restent pas dans les caisses. Il est également question de coopération entre le G5 Sahel et l'Alliance Sahel pour plus d'efficacité au profit des Sahéliens. Nous avons décidé de travailler mieux, de coopérer étroitement avec le G5. Donc d'un côté les pays donateurs, les organisations donatrices, et de l'autre le G5, pour essayer de faire des programmes qui soient à la fois mieux coordonnés, des programmes aussi qui soient plus régionaux, donc transversaux, qui concernent les différents côtés de la frontière, la région des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et de travailler plus rapidement, plus efficacement dans le décaissement des fonds, pour qu'en accord avec les gouvernements partenaires, les ressources arrivent plus rapidement aux populations bénéficiaires. Jean-Marc Chastaing précise par ailleurs que l'Alliance Sahel se focalise uniquement sur les interventions pour le développement à travers les financements des projets. Et avant de poursuivre, le président du Faso effectuera du 16 au 23 novembre prochain une visite officielle à Tokyo, au Japon. Et pour sa première visite officielle au pays du soleil levant depuis son accession à la magistrature suprême, Roch-Marc Christian Kaboré s'entretiendra avec les plus hautes autorités nippones sur des sujets relatifs au renforcement de la coopération bilatérale. Selon un communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso, le chef de l'État et son épouse seront reçus au palais impérial par Sa Majesté l'empereur Akihito dans la matinée du mardi 20 novembre. À l'agenda également, Roch-Marc Christian Kaboré échangera avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président de la Diète, c'est-à-dire le Parlement. Il aura également des rencontres avec des chefs d'entreprise et des partenaires au développement, toujours selon le communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso. Et puis on en vient à cette actualité, la 6e session ordinaire du Conseil national pour la promotion du genre s'est tenue ce matin à Ouagadougou, une session qui s'est penchée sur la budgétisation sensible au genre. La réflexion consiste à trouver une stratégie adéquate pour l'implémentation de cette budgétisation dans les différents départements ministériels. Des détails avec Ini-Janine Kambiré. Le Burkina Faso s'est inscrit dans la dynamique du basculement vers la budgétisation sensible au genre au profit des ministères et institutions publiques. À cet effet, la session ordinaire annuelle 2018 du Conseil national pour la promotion du genre CONAP-Genre lance la réflexion avec le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les leaders coutumiers et religieux. Dans le processus d'élaboration du budget, dans le processus d'exécution du budget, dans le processus d'évaluation du budget, on prend en compte la dimension du genre, en veillant à faire en sorte que l'égalité de droits des femmes, des enfants de moins de 5 ans, soit préservée.
La coopération allemande à travers la GIZ accompagne le Conseil depuis des années. Cette session ordinaire de l'année 2018 du CONAB Genre fait l'état de la mise en œuvre des recommandations de l'année 2017. Un bilan jugé satisfaisant. Il y a eu 2 recommandations majeures. Il s'agit du processus de relecture de la loi sur le quota genre et puis le suivi de l'intégration du genre dans l'élaboration des politiques sectorielles. Et j'avoue qu'on est vraiment très avancé. Je ne dirais pas qu'on a 100%, mais on tourne autour de 90% de taux d'exécution. Pour la relecture de la loi sur le quota genre, nous travaillons d'arrache-pied. Il faut rappeler que la politique nationale genre arrive à son terme en 2019. 10 ans de mise en œuvre dans l'amélioration des conditions de vie de toutes les catégories sociales. Il s'est agi de répondre de manière équitable à leurs besoins pratiques et à leurs intérêts stratégiques. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes avec la secrétaire permanente du Conseil national pour le genre, Madame Assetou Sawadgo. Bonsoir, Madame, et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, M. Kinou. Alors dites-nous, Madame, de quoi retourne cette question de budgétisation sensible au genre? Merci beaucoup à vous, M. Kinou, et à la RTB pour l'opportunité que vous nous offrez pour faire le bilan à chaud de la tenue de la session annuelle du CONAB genre. Peut-être avant d'en venir à la thématique de cette année, je voulais planter les décors par l'implémentation de l'approche genre au Burkina Faso même. On n'a pas besoin de poser une étude diagnostique pour se rendre compte qu'il y a des inégalités entre les sexes dans tous les secteurs de développement au Burkina Faso. Donc, face à la persistance de ces inégalités entre les sexes, le gouvernement a pris un engagement ferme qui s'est concrétisé par l'adoption d'une politique nationale genre. Et depuis 2009, cette politique s'opérationnalise avec des plans d'action triennaux. Dans son dispositif institutionnel de mise en œuvre, elle a prévu 2 types d'organes, les organes permanents d'exécution et les organes d'orientation et de prise de décision. Donc, la session annuelle s'inscrit dans cette dynamique de telle sorte que c'est l'instance nationale de prise de décision prévue par la politique. Elle est présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ce qui explique sa présence parmi nous ce matin. Pour revenir à la thématique, cette année, on a décidé de se pencher sur la budgétisation sensible au genre. Pourquoi la budgétisation sensible au genre? Vous savez qu'au Burkina Faso, des politiques sont adoptées, des stratégies sont écrites, des projets sont élaborés sans une réelle prise en compte du genre, alors que nous disposons d'une politique nationale genre qui fait de la prise en compte du genre dans les documents de planification une obligation. Donc, face à cette réalité, on s'est dit, mais pourquoi ne pas se pencher sur cette thématique qui est nouvelle, qui vient d'être implémentée, pour voir quelle stratégie on va adopter pour réussir sa mise en œuvre de façon efficace au Burkina Faso, d'où le thème sur la budgétisation sensible au genre. Oui, mais quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui de cette question de budgétisation sensible au genre? Est-ce que c'est l'argent qui va aux femmes? Est-ce que c'est quoi exactement? Merci pour la question. Quand on parle de budget, d'abord le budget c'est quoi? C'est la traduction chiffrée des choix politiques d'un pays en actions concrètes sur une base annuelle ou bien une base pluriannuelle. Pour ce qui concerne le budget sensible au genre, un budget qui prend en compte le genre, c'est un budget dont la mise en œuvre va contribuer à la lutte contre les inégalités sociales dans notre contexte burkinabé. Parler de budgétisation sensible au genre ne veut pas dire de donner l'argent aux femmes ou bien d'écrire un autre budget pour les femmes ou bien de revoir l'enveloppe allouée aux femmes et aux hommes à la hausse, mais c'est d'intégrer dans le processus d'élaboration des aspects, des rudiments, des outils qui vont contribuer à lutter contre les inégalités entre les sexes et par là va accroître, améliorer les niveaux de vie des femmes et des hommes. Oui, pour terminer, les principales décisions qui sont sorties de votre session, est-ce qu'on peut en parler? Effectivement, c'était une session très riche en informations. Il y a eu des discussions franches, il y a eu des propositions, des recommandations, et on a retenu 3 recommandations. La première recommandation consiste à évaluer la politique nationale genre.
qui a été adopté en 2019 et qui a couvert la période de 2009 à 2019 et élaboré une nouvelle politique nationale genre. La politique tire vers la fin, il faut qu'on pense à l'évaluer pour voir s'il y a nécessité d'écrire une nouvelle politique. La deuxième recommandation, c'est assurer le processus du basculement des 10 autres ministères vers la budgétisation sensible au genre. Parce que d'ores et déjà, dans la circulaire budgétaire de 2019, on a inscrit 6 ministères pilotes pour implémenter la budgétisation sensible au genre. Et c'est une démarche vraiment progressive. Donc, on a formulé une recommandation qui consiste à basculer 10 autres ministères, en plus des 6 dans la phase pilote, pour avoir 16 ministères qui appliquent la budgétisation sensible au genre dans le budget de 2020. La dernière recommandation, c'est assurer le renforcement des capacités des 18 collectivités territoriales sur la budgétisation sensible au genre. On ne va pas se limiter au niveau central aussi, étant donné qu'il y a des collectivités territoriales qui font de la planification, qui élaborent des budgets. On va voir dans la mesure du possible comment les outiller en budgétisation sensible aux gens pour préparer leur basculement vers ce processus. Vous parlez également de relecture de la loi quota genre. Est-ce que la loi pose aujourd'hui problème? Si, la loi pose problème parce qu'elle a été adoptée depuis 2009 et elle avait inscrit un quota de 30% de l'un ou l'autre sexe au niveau des postes électifs. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu ce pourcentage, que ce soit au niveau de l'Assemblée ou bien que ce soit au niveau des municipalités. Donc, il faille revoir la loi même dans son corpus pour déceler les insuffisances qui handicapent la promotion des femmes ou bien l'élection des femmes au niveau des sphères de décision. Ça en a fait aussi un point de discussion et la session s'en est penchée là-dessus et il y a eu des recommandations pertinentes qui ont été formulées pour faciliter le processus de relecture de cette loi. Et pour cela, nous travaillons en tandem avec le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le caucus genre de l'Assemblée nationale, les organisations de la société civile et les partis politiques. Merci à vous, Madame Assetou Sawadgo. Je rappelle que vous êtes la secrétaire permanente du Conseil national pour la promotion du genre. Merci d'être venue pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Et puis la 24e conférence des partis sur le climat, encore appelée COP24, est prévue du 3 au 14 décembre prochain à Katowice, en Pologne. Au Burkina Faso, la rencontre se prépare activement. Les délégués du pays sont en formation depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agit pour eux d'avoir une rencontre d'immersion pour mettre à jour les priorités du Burkina dans le cadre des négociations et s'accorder sur la participation du pays à cette conférence. Gérard Sommet, Pascal Canet. Le Burkina Faso se prépare pour défendre ses positions à Katowice en Pologne. La conférence des partis sur le changement climatique qui se tiendra du 2 au 14 décembre en Pologne fera le point de la mise en œuvre de l'accord de Paris signé en 2015. Cette session de formation des délégués permettra au ministère de l'Environnement de mettre tout le monde au même niveau d'information sur les enjeux de cette rencontre internationale. L'accord de Paris est entré en vigueur en 2016. Il a été adopté en 2015, il est entré en vigueur en 2016. Mais cet accord n'est pas encore opérationnel. Et justement, pour qu'il soit opérationnel, il va falloir que les parties à la Convention puissent adopter les règles, les procédures de mise en œuvre de cet accord. Donc la participation du Burkina Faso, comme celle des autres pays d'ailleurs, est de partir donc à Katowice et d'adopter ces accords, ces procédures qui vont permettre la mise en œuvre de l'accord de Paris. Au cours de cette session, il sera essentiellement question des paramètres de négociation à la conférence des partis sur le changement climatique. Cette rencontre permettra également à la délégation de maîtriser les concepts et de se familiariser afin de mieux défendre les positions burkinabées en Pologne. Un séminaire national sur le système d'information énergétique a débuté hier à Ouagadougou. Une rencontre organisée en collaboration avec la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Son but est de présenter aux acteurs du secteur de l'énergie les résultats du système d'information énergétique Burkina Faso, une base de données avec des informations claires accessibles au public. Yacouba Gamene, Tanga Robert Kafando pour les détails. À cette rencontre d'une journée, il est question d'analyser les données sur l'énergie au Burkina Faso, à l'instar des autres pays membres de l'UEMOA, dans le cadre du projet Système d'information énergétique UEMOA,
Un projet qui vise à collecter, traiter et disponibiliser les informations sur l'offre et la demande en matière d'énergie dans les 8 pays afin d'aider à la décision et à la planification. Nous avons effectivement pu connecter auprès des intervenants, des acteurs du secteur, et tous les intervenants du secteur, effectivement, les différentes données que nous avons compilées, effectivement, pour effectivement faire un bilan. Et de ce bilan sera analysé, compilé, analysé, afin de pouvoir sortir effectivement des outputs qui puissent servir effectivement à la planification énergétique. Le projet est le fruit du partenariat entre l'Organisation internationale de la francophonie et l'UEMOA, pour qui il est important pour chaque pays de disposer de données fiables sur l'énergie afin de faire le bon choix en matière d'investissement. On a constaté que ces informations-là n'existent pas. Alors les études se font, je ne dirais pas au pifomètre, se font d'une façon qui n'est pas souvent adéquate et les résultats pourraient être biaisés. Maintenant, nous voulons faire du concret. Avoir des informations claires et nettes dans une base de données que tout le monde peut consulter. Au terme de l'atelier, il sera lancé le site web du système d'information énergétique de Burkina, un portail de stockage, de suivi et de mise à jour de toutes les informations en matière d'énergie au Burkina. Festival de l'humour et du rire de Koudougou, la 10e édition a assuré le plein de spectacles. Les organisateurs ont misé sur l'humour pour sensibiliser les populations à un changement de comportement, notamment sur l'incivisme et l'insécurité. Fabrice Nebier, Bouma Ernest Nebier. À cette 10e édition du Festérique, le rire est très contagieux. Et les acteurs, les voici. Des humoristes burkinabés, Souki et Siriki, la Jaguar et Ramatoulaye de la Côte d'Ivoire, qui est à sa 2e participation. On apprend tout en s'égayant. Et comme vous savez, on le dit assez souvent, le rire, c'est bon pour la santé. Le rire permet de combattre mieux le stress auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. Ce festival a contribué également à éduquer, à sensibiliser et à former le public. Un autre invité de marque à ce festival, Gou, le célèbre comédien de la série ivoirienne Ma Famille, qui participe pour la première fois. John est parti dans le puits. Le puits est tellement profond. J'ai dit, quand on lance un caillou dedans là, tu quittes ici, tu vas à Ouaga, tu reviens avant d'entendre le caillou tomber dans le puits. Ah, voilà. C'est ça que je n'aime pas sur vous. C'est ça là, je n'aime pas sur vous. C'est-à-dire quand on vous parle, vous ne croyez jamais. Je peux déjà dire que le bilan est satisfaisant parce que du moment qu'on l'a pu tenir même jusqu'à 10 ans, on peut dire que c'est bien. Il y a des festivals qui naissent aujourd'hui et ils meurent demain. Rendez-vous en 2019 pour la 11e édition du Festival d'humour et de rire de Koudougou. Une 11e édition à laquelle les organisateurs comptent apporter de nombreuses innovations afin de semer plus de joie dans le cœur des populations de Koudougou. En sport, c'est ce vendredi au stade du 4 août à Ouagadougou que les étalons espoirs seront face au MENA du Niger. Ce match allait pour les éliminatoires de la CAN U23 Égypte 2019. Le coach de cette sélection nationale, Brahma Traoré, a dévoilé la sélection officielle ce matin en présence de Abdoulaye Kaboré. Voici la liste des 25 étalons espoirs convoqués par le sélectionneur national Brahma Traoré devant affronter le MENA Espoir du Niger ce vendredi au stade du 4 août à 18h et le mardi prochain à Niamey. 8 joueurs de Raimo FC sont sur cette liste. C'est le club le plus représenté. Ouedraogo Ashraf, défenseur RCK. Komi Abdul Karim, défenseur Raimo FC. 4 professionnels venus d'Europe sont appelés en renfort. Ce sont Trova Boni de FC Malines, Belgique, Draman Salou de Téléoptique Zeman, Serbie, Yael Tiendrebego AS Nassi, France, et Gafar Sirima de Sheriff Tiraspol, Moldavie. Le staff technique et les joueurs se disent prêts pour cette double confrontation. Nous sommes habitués aux espoirs et c'est depuis un certain temps parce qu'aujourd'hui le football, ça ne sert à rien de regrouper les joueurs durant un long temps pour penser que tu fais du bon travail. Au niveau des clubs, le travail se fait. Aujourd'hui, nos entraîneurs ont un bon niveau pour quand même travailler avec les enfants. Si les coachs nous ont fait appel, c'est que je pense qu'ils ont confiance en nous et nous on ne doit pas les décevoir. On doit tout donner pour ne pas faire mentir les coachs. Donc je pense qu'on est prêt et on va faire un très bon match demain. Ce match se joue dans le cadre
La phase allée du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 qui se tiendra en 2019 en Égypte. Et puis aujourd'hui est célébrée la journée mondiale du prématuré. À l'occasion, Santé Mag, votre émission de santé sur la RTB reçoit pour vous à partir de 21h sur son plateau des spécialistes pour en parler et parler de la situation des prématurés dans le pays. Quels sont les facteurs favorisant la survenue de prématurés? Comment optimiser les chances de survie des prématurés? Je vous invite à suivre cet extrait. C'est avec joie et amour que Minata Sankara prend soin de son bébé né prématuré. Un accouchement prévu pour décembre, elle accoucha 3 mois plus tôt. La méthode utilisée pour prendre en charge le bébé de Minata est la méthode kangourou, une méthode utilisée lorsqu'il y a manque de couveuse. Actuellement, c'est la méthode qui est promue dans presque tous les pays sous-développés, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, etc., etc. Et même en Europe, actuellement, la méthode kangourou est une méthode qui est recommandée, qui est reconnue comme étant valable. Tu enlèves tes habits ainsi que ceux de l'enfant. On dépose l'enfant sur ta poitrine, on vous couvre tous les deux, l'enfant reste ainsi et est fortifié. Le bébé de Minata se porte bien. Bientôt, la maman pourra retourner chez elle. Mais des précautions sont à prendre pour la bonne santé de l'enfant, notamment le garder au chaud et surtout éviter tout contact avec toute personne autre que la maman. Rendez-vous donc dans quelques instants avec Maïmouna Dao et ses invités pour parler de bébés prématurés. Et c'est dans Santé Mag. Et puis à l'étranger, plusieurs centaines de migrants sont arrivés à la ville frontière mexicaine de Tijuana, au bord de l'océan Pacifique. Côté américain, les forces de l'ordre appuyées par l'armée ont procédé à leur première arrestation. De l'autre côté de la barrière, leur rêve américain. Ils sont désormais plusieurs centaines de migrants centra-américains à être arrivés à Tijuana, une ville mexicaine qui jouxte San Diego en Californie. Pour la plupart, ce sont des Honduriens partis de leur pays il y a 1 mois et ils se refusent à croire que le voyage s'arrêtera là. D'une manière ou d'une autre, ils espèrent passer la frontière. Donald Trump a envoyé ses Marines le long de la frontière, mais ça ne fait rien. Ce mur a beau être grand, tout comme pour les murailles de Jéricho, si Dieu est avec nous et nous lui faisons confiance, il nous aidera à surmonter cet obstacle. Alors que les migrants qui constituent cette longue caravane continuent d'affluer, le secrétaire d'État américain à la Défense s'est rendu sur la base de Donna au Texas, où il a réaffirmé la nécessité d'un déploiement massif de soldats à la frontière. James Mattis estime à 5900 le nombre de soldats mobilisés pour empêcher les migrants d'entrer sur le sol américain. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Procès du putsch manqué, passe d'armes entre Maître Farama et le colonel-major Kéré, titre aujourd'hui au Faso. Je pense que je suis resté loyal et fidèle, confie le colonel-major Kéré dans l'Express du Faso. Même si j'ai échoué à ma tâche, je regrette ce qui s'est passé, précise-t-il dans le quotidien. La hiérarchie a accompagné le coup d'État, a-t-il ajouté dans Sidoya, et pour preuve, le chef d'état-major général des armées est resté jusqu'au 21 septembre avec Diendéré, indique-t-il dans l'Observateur Palga. Si le chef d'état-major général des armées d'alors a marqué son accord pour le maintien de l'ordre, à la demande du général Diendéré, rapporte Le Pays, c'est que c'est gravissime selon Maître Farama, qui trouve quand même ce putsch étrange où des officiers rendent des honneurs aux putschistes. Et le comble d'après cet auxiliaire de justice, c'est que depuis le début du procès, tout le monde dit avoir exécuté des ordres, personne ne veut reconnaître sa responsabilité. Il espère tout de même que le général lui viendra dire que c'est lui qui a donné les ordres. Dans le cas contraire, on aura affaire à un coup d'État fantôme, martèle-t-il dans Aujourd'hui au Faso. Dans les colonnes des parutions, on lit également que 10 GSP ont été révoqués,
souligne Sidouaya lors du Conseil des ministres de ce mercredi 14 novembre en sa séance ordinaire. Et pour cause, ils ont désarmé les éléments de la brigade d'intervention rapide de la GSP chargée de la sécurité du ministre René Bagoro, rapporte l'observateur Palga. Il s'agissait en fait, poursuit ce journal, d'obliger les éléments à respecter le mot d'ordre de grève illimité débuté depuis le 22 octobre 2018. À noter que le Conseil a également suspendu les activités du bureau du syndicat national des agents GSP, SINA-GSP, indique aujourd'hui au Faso, qui signale en passant que le Maouloud est pour la nuit du 19 au 20 novembre prochain. Et puis ne décrochez pas, juste après ce journal de 20h, la RTB vous propose la rediffusion de la cérémonie consacrée à l'inauguration du 4e échangeur de Ouagadougou. Donc rendez-vous juste après ce journal. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme. Au revoir.